Merci beaucoup, professeur Biez. Je pense que vous avez vu l'intersection et c'était les raisons qui ont poussé les membres du bureau à choisir les trois thématiques. Quand on voit un peu, si professeur Lamos avait pu être parmi nous, les troubles de l'humeur et Ramadan, je suis sûr que déjà une bonne partie, on a la réponse, c'est essentiellement au manque du sommeil. Quand vous posez la question aux Marocains, première chose qui est le Maroc. Alors il y a aussi l'intersection, et je pense que c'était une introduction pour la nutrition, que la nutrition retentit sur le sommeil en augmentant la chaleur, etc. Que quand on dort moins, on a tendance à manger plus calorique. En plus, nous les Marocains, partout un peu dans le monde arabo-islamique, on change quantitativement et qualitativement notre alimentation. Et quand tout ça va multiplier par 2, par 3 toutes les perturbations, vous le devinez, et je donne la parole au professeur Yousfi pour nous parler de ces thématiques. Merci, M. Ibrahimi. Donc, Ramadan Karim à tout le monde. Et à mon tour de remercier la GERC de m'avoir invité à participer à cette soirée ramadanesque. Et remercier les laboratoires Cooper de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui autour de ces thématiques qui sont très intéressantes. Alors, il m'a été demandé de parler de la nutrition et Ramadan. Donc, au début, la thématique m'a semblé un peu difficile. Et j'espère pouvoir répondre à vos attentes. Alors, on sait très bien que le Ramadan, c'est le 4e pilier de notre religion. Donc, on va arrêter de manger et de boire et de tout ce qui est consommé, donc la cigarette, etc. Donc, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, comme vous le savez très bien. Alors, les habitudes de vie, surtout notre alimentation, bien sûr notre sommeil, comme l'a dit professeur Biez, vont changer. Alors, concernant notre alimentation, on se dirige plus à la consommation de plats traditionnels pendant le mois de Ramadan, partout dans le monde, que ce soit des musulmans dans les pays arabes de façon générale, ou même les musulmans immigrés, ils vont chercher à se procurer ces plats traditionnels. Alors, malheureusement, ces plats traditionnels sont très riches donc en gras, en sucre et parfois donc en protéines également. Alors, l'alimentation va se modifier, le sommeil pareil. Maintenant, quels sont les effets finalement de ces modifications sur notre organisme et quels sont les effets du jeûne du Ramadan donc, sur notre organisme? Alors, je vais essayer de répondre à ces 3 questions. Donc, quels sont les effets du jeûne sur les différents paramètres, la glycémie, le cholestérol, etc. Mais aussi, nous allons essayer de répondre aux variations du poids des jeûneurs. Qu'est-ce qui se passe pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'on perd du poids? Est-ce qu'on prend du poids? Donc, on va voir ce que dit la littérature dans ce sens. Par la suite, je vais essayer de donner un peu quelques recommandations que j'ai trouvées dans la littérature, donc pour passer un bon mois de Ramadan et ne pas avoir des conséquences sur la santé. Alors, quels sont les effets chez les jeûneurs? Donc, vous savez très bien que le mois de Ramadan peut venir en hiver aussi bien qu'en été ou en printemps. Donc, il y a un cycle qui est respecté qui fait que le mois de Ramadan va tomber à la même période dans à peu près 32 ans en moyenne. Donc, la difficulté et l'intérêt de cette plaque, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont jeûner. Donc entre 4 heures, 6 heures, des fois 18 heures et des fois jusqu'à 20 heures donc, et même plus donc, de jeûne. Ce qui est un peu difficile et ce qui va compliquer la gestion de l'alimentation donc, des jeûneurs. Actuellement, donc à face, moi j'ai calculé, donc je pense que vous le savez tous, donc on va jeûner un minimum de 16 heures. À 16 heures, c'est-à-dire les gens qui vont se lever au petit matin avant le lever du soleil pour prendre un repas de suhour. Donc les gens qui vont prendre suhour vont jeûner 16 heures. Ceux qui ne vont pas prendre ce repas vont jeûner beaucoup plus, jusqu'à 20 heures, donc ça dépend de leurs habitudes. Alors, durant une journée de jeûne, donc selon cette société britannique, le corps va entrer dans une période de jeûne 8 heures après le dernier repas environ. C'est-à-dire que lorsque l'intestin va terminer l'absorption des derniers nutriments qui ont été ingérés.
Donc ça c'est très important parce que ça montre l'intérêt de suhoor. Parce que si vous prenez un repas à, je vais peut-être pas être d'accord avec professeur Biez, mais l'intérêt de suhoor il est établi, il est recommandé par notre religion et pardon, excusez-moi. Donc cette association donc montre en fait cette étude ou cette constatation montre l'intérêt de prendre ce repas donc au petit matin. Ça permet de tenir pendant un certain moment et de retarder la fatigue et la sensation de faim au cours de la journée. Alors, dans un premier temps, l'organisme, lorsque vous jeûnez, il va d'abord puiser son énergie dans le glucose qui est stocké dans le foie et dans les muscles. Puis par la suite, il y aura, si le jeûne se prolonge de façon importante, à ce moment-là, il y aura la consommation donc des graisses du corps. Alors, ce mécanisme ne va se déclencher que tard au cours de la journée. Donc il ne faut pas penser que lorsque vous jeûnez et vous ne mangez pas par exemple le repas de suhoor, donc vous allez perdre du poids. Eh bien apparemment ces réserves graisseuses ne seront sollicitées que tard au cours de la journée comme on l'a dit et ne vont pas entraîner une réelle perte de poids. Pire encore, elles seront même reformées et de façon beaucoup plus importante une fois que vous allez prendre le premier repas qui est l'iftar. Donc les graisses que vous allez consommer au départ donc, vont être stockées très rapidement par votre corps parce que votre corps s'est habitué à ce jeûne et il va commencer à faire des réserves. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de consommer lors du repas de l'iftar des aliments qui sont trop gras ou trop sucrés parce que vous favorisez ce stockage de graisse. Alors, en matière de calories et de nutriments, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme ? Cette étude qui date de 2007, donc c'est une étude, je pense, qui est iranienne. Donc cette étude a montré en fait que en matière de consommation, donc en termes de kilocalories et d'énergie donc consommée, donc avant le mois de Ramadan, la moyenne de calories consommées était de 1252 dans cette population et elle est passée à 1171. Donc chez 22 sujets, donc cette étude montre en fait qu'il y a une baisse donc de la consommation calorique dans cette population. Alors, mais ce résultat n'est pas très significatif sur le plan statistique. Alors pareil pour la consommation en matière d'hydrocarbone, en matière de protéines et en matière de gras. Donc il a été constaté qu'il y a une baisse de consommation. Donc finalement on se demande est-ce que c'est une règle pour toutes les populations ou uniquement la population qui a été étudiée. Il faut dire que l'effectif il est de 22 de 22 personnes donc il n'est pas très important. Les résultats ne sont pas très significatifs. Donc c'est pour cela que j'ai cherché d'autres études pour essayer de voir un peu s'il y a une concordance ou pas. Alors, il s'agit ici d'une méta-analyse qui a essayé de regrouper donc, pas mal d'études qui ont été faites dans la littérature, dans différents pays. Et donc, qu'est-ce qui va sortir donc, à travers cette méta-analyse qui a été publiée dans un journal de nutrition donc, voilà, donc il a été constaté concernant la consommation en calories que c'est très discordant. Donc il y a certaines études qui parlent d'une augmentation de la consommation calorique, d'autres études au contraire parlent d'une stabilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification au cours du mois de Ramadan. Alors c'est pareil pour les hydrocarbones, pour les protéines et pour les graisses, donc c'est très discordant. Mais ce qui est constaté, donc la conclusion finalement donc, de cette méta-analyse, c'est que la glycémie dans la majorité des études, donc, elle n'est pas modifiée. Donc, chez le sujet sain, c'est-à-dire on exclut le sujet diabétique bien sûr, mais ce qui a été reproché aux différentes études, c'est qu'il y a une limite méthodologique qui réside en fait dans le fait que la glycémie a été mesurée uniquement une seule à 2 fois donc par jour, ce qui n'est pas représentatif de la variabilité de cette glycémie au cours de la journée. Donc, il est conseillé en fait actuellement de faire des études avec holter glycémique. Donc, c'est un appareil qui permet de mesurer la glycémie toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures en fonction de ce qu'on veut. Concernant les lipides, alors concernant les lipides, il a été constaté clairement qu'il y a une augmentation de cholestérol total et du cholestérol HDL. Il y a une baisse des LDL et les triglycérides ne semblent pas changer, donc selon cette méta-analyse. Concernant la consommation en protides,
Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau donc sanguin? Les protéines plasmatiques donc totales vont augmenter, ainsi que l'albumine, la créatinine, l'acide urique et l'urée plasmatique et urinaire. Donc, il y a clairement une augmentation de la consommation donc des paramètres sanguins protidiques. Alors, une étude récente qui a été publiée en 2013, donc qui a été réalisée en Iran. Donc, cette étude, c'est une étude qui a la spécificité d'être prospective. Donc, sur le plan méthodologique, elle est beaucoup plus intéressante. Et en fait, les auteurs se sont intéressés à voir ce qui se passe en matière de consommation, d'énergie consommée, c'est-à-dire en termes de kilocalories, donc chez les patients. Pareil pour les autres paramètres, glycémie, etc. Alors, ce qui a été constaté, c'est qu'en matière de calories, il y a une augmentation. Je m'excuse parce que je ne pense pas que ce soit très clair. Je vais vous lire. Donc, 2345 kilocalories. Donc, ça chez les hommes. Donc, chez les hommes, donc avant le mois de Ramadan, 2345 kilocalories. Donc, durant le mois de Ramadan, c'est 1865 kilocalories. Donc il y a une baisse donc, qui est très importante donc, chez les hommes en matière de consommation calorique dans cette population. Alors la baisse est beaucoup moins spectaculaire chez les femmes, 2264 à 2210 kilocalories. Donc déjà ici, donc, sur le plan statistique, est-ce que c'est significatif ou pas? Donc c'est pas significatif. Donc de toutes les manières, c'est pas significatif. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Alors, qu'en est-il de la balance hydroélectrolytique? Donc, vous savez très bien qu'au cours du mois de Ramadan, il y a une déshydratation, d'autant plus si la chaleur est importante, comme c'est le cas actuellement donc chez nous. Alors, il y a une diminution de l'apport hydrique, d'où l'augmentation de la concentration donc sanguine en matière donc d'ions urinaires, c'est-à-dire l'urée, la créatinine, essentiellement. Alors dans les pays où la température est plus tempérée, où il fait moins chaud, donc cette déshydratation n'est pas très importante. Donc par contre, elle est beaucoup plus importante dans les pays où la température donc est élevée. Alors bien sûr, il y a des variations saisonnières. Donc chez nous, lorsque le mois de Ramadan survient pendant l'hiver, c'est beaucoup moins pénible que lorsque ça survient pendant l'été. D'où l'intérêt, donc justement, comme on va le voir tout à l'heure, de faire attention à l'apport hydrique. Alors, le poids des jeûneurs, donc qu'en est-il? Est-ce qu'on perd du poids ou est-ce qu'on prend du poids au cours du mois de Ramadan? Alors, ça c'est la même étude que je vous ai projetée tout à l'heure. Alors, ce qui a été constaté, c'est qu'en matière de perte de poids et en matière d'indice d'IMC, d'indice de masse corporelle, alors, on a pris donc 47 patients qu'on a essayé de peser donc à 4 reprises, d'abord avant le début du jeûne et puis par la suite au cours du mois de Ramadan. Donc, il a été constaté qu'il y a une perte de poids. Donc qui n'est pas en fait très significative donc sur le plan statistique. Donc on trouve que trois résultats pardon donc sont significatifs. Ça c'est le début du jeûne et ça c'est au cours du mois de Ramadan. Donc je pense que c'est plutôt significatif ces pertes de poids, quoiqu'elle n'est pas très importante. Alors en matière d'IMC, donc l'IMC c'est la même chose. Donc il y a une diminution de l'IMC donc et c'est significatif donc sur les 3 dernières mesures. Donc la conclusion de cette étude, c'est qu'il y a une perte de poids donc, chez les sujets qui ont été inclus dans l'étude. Alors là encore, c'est l'impact sur, ça c'est une étude qui parle de l'impact du jeûne de façon générale au cours du mois de Ramadan. Donc du mois de Ramadan ou d'autres, donc j'ai trouvé dans cette étude qu'il s'intéressait à tous les jeûnes, donc imposés par les différentes religions. Parce que vous savez très bien que les musulmans ne sont pas les seuls à jeûner, donc les chrétiens aussi, les juifs également. Et donc moi j'ai pris la partie qui intéresse les musulmans donc, dans cette étude. En fait, c'est une sorte de méta-analyse puisqu'il y a eu énormément d'études qui ont été incluses. Et ce qui est constaté, c'est qu'en matière de poids, il y a une stabilisation donc, qui a été montrée par donc, cette étude, je pense. Et les autres, donc les 6 autres études montrent qu'il y a une baisse du poids donc, des jeûneurs donc, musulmans. Donc là, vous constatez que c'est très discordant et que ça dépend peut-être des habitudes alimentaires des individus et des pays dans lesquels ils font le ramadan. Alors, ça c'est une étude de 2011 qui a été réalisée donc à Jeddah et l'intérêt de cette étude c'est que c'est des questionnaires préétablis qui ont été donnés à des étudiants en nutrition. Alors ces étudiants en nutrition ont fait remplir les questionnaires par
eux-mêmes et par les membres de leur famille. Donc il y avait des familles où il y avait 4 personnes, d'autres où il y avait 8 personnes, 10 personnes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne va remplir sur le questionnaire à la fois la progression de son poids au cours du mois de Ramadan, et en plus de ça, les raisons pour lesquelles elle pense que le poids est changé, soit augmenté, soit bas. Alors les résultats montrent que à peu près 60% des individus ont fait augmenter leur poids, et 40%, donc le poids n'a pas changé, donc il est resté stable. Alors les principales raisons qui sortent d'après les individus qui ont participé à l'étude, c'est le type de l'alimentation, c'est-à-dire essentiellement une alimentation riche en gras et en sucre. C'est ce qui a fait il y a une augmentation de poids chez ces individus. Je pense que c'est la dernière étude, donc c'est une étude qui est récente de 2013, sur laquelle également on s'est intéressé là dans cette étude au fait de voir un peu la variation du poids au cours du mois de Ramadan dans 2 catégories d'individus selon l'âge. Alors la première, c'est des patients âgés de 35 ans ou 36 ans à 70 ans, et la deuxième, c'est les sujets de moins de 35 ans. Alors, qu'est-ce qui est constaté concernant le poids, alors ça c'est les hommes et ça c'est les femmes. Donc il a été constaté que la moyenne des poids des patients était initialement à 76,5, et bien par la suite il y a eu une baisse de poids et qui est significative sur le plan statistique. Elle intéresse les hommes là encore. Donc voilà. Alors ça c'est les sujets de 35 à 70 ans. Pour les individus qui sont de moins de 35 ans, donc il y a une baisse également importante du poids et qui est significative sur le plan statistique. Donc cette étude, si on croit cette étude, il y a une baisse de poids des jeûneurs. Oui, alors là j'ai fait exprès de vous mettre un peu cette étude qui intéresse une population particulière qui sont la femme enceinte. Alors pour voir un peu l'effet du jeûne sur le plan nutritionnel et sur le plan du poids, que ce soit, alors ça c'est les fœtus, c'est-à-dire le poids du bébé en kilos, en intra-utérin, la femme n'a pas encore accouché, et ça c'est la longueur du fémur, la circonférence crânienne, il n'a pas été constaté de différence, d'effet sur ces paramètres qui soient significatifs sur le plan statistique. C'est-à-dire une femme qui jeûne, ça ne va pas altérer l'évolution de son fœtus. Alors concernant le poids de naissance des bébés, pareil, il n'y a pas de différence, que ce soit le poids ou les autres paramètres, il n'y a pas de différence significative. Le jeûne peut être autorisé chez la femme enceinte, ça on le sait très bien. Alors, là, on arrive à un chapitre que je pense vous attendez tous impatiemment, c'est de savoir comment il est recommandé ou il est conseillé de gérer son alimentation au cours du mois de Ramadan, afin de pouvoir respecter à la fois les impératifs religieux et le travail et l'alimentation. L'essentiel, c'est de respecter l'apport énergétique quotidien conseillé par chaque individu. Il ne faut pas sortir, ne pas oublier ces chiffres, parce qu'un homme, c'est en moyenne entre 2500 et 2700 kilocalories. Alors, une femme, pas plus de 2000 kilocalories. La femme enceinte, 2300. Et concernant la femme en période d'allaitement, c'est 2500 kilocalories. Ça, c'est ce qui est recommandé. Je pense que si on respecte l'apport calorique, il n'y aura pas de problème, bien sûr, en agissant sur la qualité de ce qu'on va manger. Alors, durant le jeûne, ce qu'on fait réellement et ce qui se passe dans notre société du moins, c'est 3 repas. D'abord, la majorité des Marocains font cette formule de 3 repas. Alors, est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle n'est pas valable? C'est ce qu'on va voir. Alors, d'abord, c'est le ftour, bien sûr, c'est un repas qui est pris à la rupture du jeûne. Par la suite, l'isha qui est pris 3 heures, 4 heures, en fonction, là encore, de la période pendant laquelle survient le mois de Ramadan. Parce que si ça survient en été, les nuits sont plus courtes qu'en hiver, et ça peut être... les 2 repas peuvent être rapprochés. Et puis par la suite, suhour, bien sûr, avant le lever du soleil. Alors, j'ai des trucs qui ont sauté. Alors, il faut respecter le calcul calorique, mais c'est très important ce que j'avais là, par contre. Ah, ça va venir. Je n'ai pas fait d'animation, c'est venu tout seul. Alors, pour respecter le calcul calorique, il faut bien entendu connaître la composition de nos plats.
Donc ce qui n'est pas toujours évident, du moins pour les plats marocains, parce que ça peut changer. Donc à chaque fois. Alors bien sûr, évaluation donc des quantités également. Donc connaître la composition, évaluer les quantités. Alors nous dans notre pays, on mange rarement chacun dans son plat avec une ration qu'on ne doit pas dépasser, etc. Alors même les mesures de la femme qui est moi-même quand je cuisine chez moi, je travaille avec ma main. J'utilise rarement des cuillères, etc. pour faire un dosage des plats. Voilà. Alors, il y a aussi une exigence, c'est la politesse. Lorsqu'on est invité, comme aujourd'hui, donc on va faire preuve de politesse, on va manger plus, etc. Et si on ne mange pas, notre hôte va être frustré. Alors, donc, il y a aussi le fait du plat commun, donc ça je l'ai dit, donc on va manger tous du même plat, on va se resservir, etc. Alors, cette photo, je vous l'ai mise parce que c'est un site qui est très intéressant, canadien, donc c'est une société canadienne de nutrition, alors qui a fait un peu la composition en termes de nutriments et en termes de calories de des aliments traditionnels de chaque pays, notamment le Maroc. Alors j'ai trouvé, malheureusement il faut un code d'accès, etc. Donc j'ai trouvé uniquement donc cette première page où on donne un peu le tagine avec des légumes, etc. La composition calorique, etc. Donc la table nutritionnelle. Donc voilà. Alors ça c'est un autre site sur lequel donc je suis tombée en faisant ma recherche et c'est un site intéressant qui vous donne un peu la composition en termes de nutriments et qui vous donne également en termes de kilocalories, c'est-à-dire l'apport énergétique de chaque aliment. Bien sûr il y a des mesures qui ont été utilisées, par exemple là pour le Harira. Alors j'ai trouvé le Harira, c'est un site français, alors sur lequel ils ont mis donc la soupe Harira parce qu'il y a beaucoup de jeûneurs donc en France, beaucoup de musulmans, etc. Et donc là, vous trouvez qu'un bol moyen donc de Harira va apporter 282 kilocalories. 282. Alors ça, j'ai essayé de regrouper sur cette plaque ce que nous mangeons tous pendant le ftour, c'est-à-dire un minimum. C'est-à-dire que si on prend un bol de Harira, un œuf dur, une crêpe nature, alors la crêpe, j'ai pas trouvé de correspondance, mais j'ai un peu, enfin là vous avez une crêpe nature, c'est 68 kilocalories, d'accord? Et puis une date, c'est 23 kilocalories, une seule date. Alors un verre de jus d'orange, un verre de lait, une cuillère à café de miel pour la crêpe avec une noix de beurre et une pâtisserie orientale, une seule pâtisserie orientale, 169 kilocalories. Alors si vous prenez ça et uniquement ça, vous êtes à 973 kilocalories pendant le ftour. C'est ftour light, parce que je suis sûre qu'on ne va pas prendre une seule pâtisserie, fois deux, voilà. Alors si vous prenez 3 dates, voilà, etc. Voilà. Ben justement, c'est la suite parce que le bilan calorique explose, parce que tout simplement les pâtisseries orientales sont très très goûteuses et donc on va être tenté par la suite avec un thé à la menthe qui est le grand classique après le ftour, de prendre éventuellement brer, msemen et d'autres pâtisseries. Et voilà, ce que j'ai pas trouvé par contre. Alors ça c'est une feuille de brique. Contient 50 kilocalories en matière d'énergie. La feuille de brique non garnie, c'est-à-dire 50 kilocalories. Alors vous imaginez si vous prenez autre chose avec, etc. Voilà, donc ça c'est la réalité que nous vivons. Alors qu'est-ce qu'on peut se conseiller à tous finalement, parce que personne ne respecte les recommandations. Alors, 3 repas par jour, il faut les respecter, monsieur le Bies. C'est obligatoire. Il faut... Pardon ? Malheureusement, on ne peut pas le faire à part pendant la nuit, parce que le jour on ne peut pas manger. Donc il faut respecter les 3 repas, ou au moins 2 repas capitaux. C'est le petit déjeuner qui est finalement huwa al-ftour, et le dîner qui est finalement... Pardon, excusez-moi, le petit déjeuner huwa as-suhour. Il est pris très tôt le matin. Et le dîner, finalement, il est considéré le ftour. Voilà. Alors, si vous voulez pas, ou vous pouvez pas respecter 3 repas, il faut respecter au minimum 2 repas. Le repas capital ou c'est de toutes les manières recommandé dans notre religion.
Et voilà. Alors ça, je vous ai donné pour le premier repas quelques recommandations pour le ftour, parce que généralement le ftour, on est déshydraté, on a très faim, donc et on se lance dessus. Alors il est recommandé de rompre le jeûne. D'abord, ne pas retarder le moment de ftour, ça c'est conseillé aussi par les nutritionnistes, etc. Et également rompre le jeûne par un aliment sucré, une date, généralement une date, et un verre de lait ou un verre d'eau, donc en fonction. Puis patienter quelques minutes et c'est le temps de faire la prière. Donc finalement, si on le suit, je pense qu'on n'aura pas de problème digestif. Voilà, donc par la suite, patienter quelques minutes, donc faire sa prière et puis continuer. Pourquoi on patiente? Parce que le temps de régulariser la glycémie et de préparer l'estomac à digérer le reste. Et le reste, en fait, il doit être une soupe, généralement, ou un bouillon, etc., ou le harira, etc. Voilà. Alors, les conseils pratiques, c'est éviter les grignotages continus, c'est-à-dire etc., les petits gâteaux, et donc ça ne s'arrête pas. Équilibrer les différents repas, bien sûr, veiller à introduire des aliments qui sont importants, qui sont les féculents, donc, mais en quantité, respecter les quantités recommandées, les fruits et les légumes, viande, poisson, etc., pour la ration protéique qui est importante. Alors, les plats qui permettent de manger plus de légumes, il faut les privilégier pendant cette période. Dans la table donc, du jeûneur, les dattes. Les dattes ont un intérêt très très important. C'est une source de magnésium, potassium, calcium, etc. Source de fibres, donc c'est très important. Alors, 2 dattes peuvent remplacer un fruit frais. Donc, vous faites comme vous voulez. Donc, 1, 3, et 5 dattes, etc. Donc, en fonction. Alors les féculents également, il faut les introduire. Il faut cependant privilégier les féculents à indice glycémique bas, c'est-à-dire l'orge et le boulgour. Alors le boulgour chez nous, je sais pas si ça existe, mais en tout cas l'orge, il existe chez nous, donc il faut le privilégier. C'est un aliment important. Les protéines et puis bien sûr l'eau et encore l'eau. Alors on n'a pas assez parlé de l'eau justement. J'ai pas oublié l'eau, mais le moment est venu d'en parler. Alors, comment gérer l'hydratation au cours du mois de Ramadan? Alors, il faut savoir qu'un jeûneur en bonne santé, qui n'a pas de problème, s'il ne modifie pas son activité habituelle, il ne va pas sentir une déshydratation importante, à condition, bien sûr, que le climat soit tempéré, qu'il n'y ait pas de température importante, etc. Alors, le défi, bien sûr, c'est de compenser la totalité des pertes liquidiennes. Alors, et ça sera donc après le coucher du soleil, avant l'aube. Donc la réhydratation doit se faire finalement à partir de la rupture du jeûne. Et il faut adopter un plan d'hydratation. Il ne faut pas se fier uniquement à la sensation de soif. D'accord? Donc il faut boire par automatisme. Ça c'est très important, des petites quantités de façon régulière pour ne pas remplir la vessie et finalement ça sert à rien de boire. Donc petite quantité et par automatisme, donc toutes les heures par exemple un verre d'eau ou là toutes les demi-heures un verre d'eau, etc. Alors ça c'est quelques idées de menu de Ramadan, mais bon je pense que je vais passer sur ça, c'est pas très... voilà donc... Alors... Concernant, alors ça, j'ai voulu simplement vous parler de ça, c'est très intéressant. Il y a des Français, il y a des Européens qui ne sont pas musulmans, il y a même un juif qui a écrit Ramadan et chrononutrition. Alors, les gens s'intéressent énormément à ce mois sacré et à la nutrition au cours de ce mois sacré, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de publication arabe ou publication marocaine en tous les cas, donc qui parle donc de la nutrition au cours de ce mois sacré, qui est très importante. Donc, c'est une parenthèse. Alors, pour résumer, il faut boire de l'eau en quantité suffisante, donc 1,5 litre à 2 litres par jour, éviter les excès de gras et de glucides, ne pas consommer de plats avec sauce, ni d'aliments riches en lipides, surtout pendant le repas de suhour, parce que le repas de suhour, je l'avais mis, mais on est passé, il faut prendre une part de protéines, il faut prendre un féculent, une part de féculent, comme ça, ce qui est recommandé, parce que les féculents permettent de tenir pendant la matinée et éventuellement donc un fruit ou un laitage.
Alors, éviter les collations entre les repas et espacer les prises alimentaires, ça c'est très important, mais c'est pas toujours possible, surtout avec la contrainte du sommeil et la nuit qui est très courte donc actuellement. Il faut garder les horaires normaux du sommeil, donc j'insiste également sur ça parce que c'est capital. Donc en conclusion, le Ramadan est un mois sacré pour pouvoir allier justement entre sommeil, entre ibada et wajibat dinia et une bonne alimentation. Donc ça va, il faut vraiment, je sais que c'est très difficile, nous tous on souffre du fait de ne pas pouvoir équilibrer tout ça, et donc il faut trouver la façon idéale qui convient à chacun afin de pouvoir s'approcher plus de Dieu et de consacrer plus de temps à la part donc religieuse de ce mois qui est très importante. Alors moi je trouve qu'il n'y a pas d'études marocaines et qu'il faudrait peut-être penser que la GERC pense peut-être à faire une étude sur ça. Et je vous remercie. Wa Ramadan Karim.